notre invité politique, c'est François-Xavier Bellamy. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Député européen, vice-président des Républicains. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Julien Lécuyer de La Voix du Nord. Bonjour Julien. Bonjour Oriane, bonjour Monsieur Bellamy. Bonjour Monsieur. On va parler de l'Ukraine, sommet aujourd'hui à Paris à l'initiative d'Emmanuel Macron. Hier, il a reçu Volodymyr Zelensky à l'Élysée. Avant de parler du fond, est-ce que vous saluez le volontarisme d'Emmanuel Macron sur ce sujet ? Ce qui est important, c'est d'organiser la conversation aujourd'hui parce que nous avons besoin de réagir à ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Europe, sur le continent européen et qui engage la sécurité de l'Europe. Mais il faut le faire avec les Européens. Et c'est vrai que ce que je perçois aujourd'hui à Bruxelles, à Strasbourg, chez beaucoup de nos partenaires, c'est une forme d'inquiétude devant le fait que nous ne soyons pas en train de créer les conditions de cette unité. C'est peut-être pour moi un tout petit point d'alerte que j'apporterai à cette discussion. Je crois que si on veut que les Européens soient unis, et ils doivent l'être absolument dans cette période, alors il faut les associer, tous les pays européens, parce que c'est ça qui fait l'Europe. Il y a eu un conseil extraordinaire sur ce sujet, un autre conseil récemment. Mais c'est vrai que j'ai entendu beaucoup de chefs d'État, de gouvernements européens s'inquiéter du format des réunions qui avaient pu avoir lieu à Paris ou à Londres et qui associaient certains pays et pas tous. Et ils sont consultés, enfin Emmanuel Macron les a consultés quasiment tous ces dernières semaines. J'ai du mal à saisir en quoi ils sont pas La réunion associés. Qui a eu lieu à Paris, la première réunion que le président de la République avait organisée à Paris, il n'y avait pas tous les pays, vous avez raison. Exactement, et ça a suscité, et ça je peux en témoigner, c'est un fait, ça a suscité une forme d'incompréhension, parce qu'encore une fois, on a besoin d'associer tout le monde aujourd'hui. Des pays qui ont été en Europe, les premiers soutiens à l'Ukraine, qui se sont beaucoup engagés, qui sont parfois aussi les premiers à avoir tiré la sonnette d'alarme sur la trajectoire de la Russie, se sont trouvés d'une certaine manière écartés de ces discussions. Et puis on a associé d'autres pays, par exemple à Londres, a été invité un pays comme la Turquie. La Turquie aujourd'hui menace la Grèce de façon quasi quotidienne. La Turquie occupe Chypre, un État membre de l'Union européenne, et on invite la Turquie, alors que la Grèce et Chypre, qui ont soutenu l'Ukraine depuis le début, n'ont pas été invités, on invite la Turquie qui, d'après la Commission européenne elle-même, organise le contournement des sanctions internationales contre la Russie au bénéfice de Vladimir Poutine. Il y a quelque chose là, vous me l'accorderez, qui est difficile à accepter. Il ne faudrait pas inviter la Turquie, qui a un rôle quand même prépondérant pour la mer Noire. Il faut parler avec tout le monde, mais à condition qu'on invite d'abord la Grèce et Chypre. Mais donc Emmanuel Macron, il ne crée pas les conditions de l'unité de l'Europe. Non, je dis juste, encore une fois, c'est juste un point d'alerte. Vous me posez la question, je me permets d'y répondre en disant ce que j'entends tous les jours à Bruxelles aujourd'hui sur ce sujet. Je pense que c'est important de se parler, mais c'est important de créer les conditions de cette unité. Hier soir, Emmanuel Macron a affirmé que la Russie, je le cite, loin de prouver qu'elle veut la paix, montre sa volonté de guerre. Vous êtes d'accord avec ça ? Je crois qu'en tous les cas, la dernière séquence aura tristement eu le mérite d'ouvrir les yeux de tous ceux qui voulaient nous faire croire que c'était l'Ukraine qui était belliciste et qui ne voulait pas d'un cessez-le-feu, qui ne voulait pas de la paix. Évidemment que les Ukrainiens veulent la paix. Évidemment, ils la veulent plus que personne, puisque par définition, ils ont été attaqués. Et le peuple ukrainien souffre depuis de très longs mois, de trop longs mois maintenant, de cette guerre qui lui est imposée. Mais à tous ceux qui voulaient raconter que c'était le président Zelensky qui ne cherchait pas les conditions de la paix, ce qui vient de se passer doit permettre d'ouvrir les yeux. Qui a refusé le cessez-le-feu proposé par les États-Unis et accepté par l'Ukraine? Qui a refusé ce cessez-le-feu? C'est Vladimir Poutine. Donc on voit bien une fois de plus qu'effectivement, celui qui a organisé cette guerre, celui qui refuse d'y mettre fin, c'est bien sûr Vladimir Poutine. Il y a de la duplicité chez le président russe, c'est ce que vous dites? Bah écoutez, il suffit de regarder le résultat des dernières années, et même les accords qu'il a pris et qu'il avait acceptés, il ne les a pas respectés. Et l'accord de Minsk, c'est ce qui fait que le président Zelensky aujourd'hui alerte les Européens, les Occidentaux, en disant qu'un cessez-le-feu ne suffit pas s'il n'est pas assorti de garantie de sécurité. Garantie de sécurité, vous avez raison de le pointer. Emmanuel Macron en a reparlé hier en évoquant la possibilité d'une force européenne sur le terrain qui serait, alors il l'a précisé, pas sur la ligne de front, mais qui tiendrait des villes importantes en second rideau. Voilà, exactement, en zone de paix. Est-ce que vous êtes en accord avec cette stratégie ?
Moi, je crois que le président Zelensky a raison quand il dit que les Européens, à eux seuls, ne sont pas aujourd'hui en mesure de fournir suffisamment de garanties de sécurité. Parce que les pays européens, depuis très longtemps, ont décidé de faire reposer l'essentiel de leur propre sécurité sur leur alliance avec les États-Unis. Et aujourd'hui, c'est un fait. Notre devoir, c'est de faire en sorte de renforcer notre capacité de nous défendre par nous-mêmes. C'est tout le sens de ce projet européen sur l'industrie de défense que je porte aujourd'hui au Parlement européen et dont je suis rapporteur avec Raphaël Glucksmann. Ce travail-là, il est devant nous. Pour l'instant, dans l'immédiat, il est clair que nous n'aurions pas les moyens d'envoyer assez de force sur le terrain pour, à nous seuls, dissuader la perspective d'une nouvelle attaque de la Russie. Et donc la vraie question, c'est comment est-ce qu'on arrive à répondre à ce défi qui est existentiel pour la sécurité. Et ça veut dire, en sous-entendu, qu'on ne peut pas se passer, vous dites, de l'aide américaine, et donc on ne peut pas complètement rompre nos liens avec une administration Trump qui nous insulte quasiment tous les jours. Ce n'est pas nous qui voulons rompre les liens avec les États-Unis. Les États-Unis sont nos alliés historiquement, et j'espère qu'ils le resteront. Et je crois qu'ils le resteront, parce que devant les menaces que nous avons à affronter, ça n'est pas seulement la Russie, c'est la question de la Chine, c'est la question de l'Iran. Je le disais tout à l'heure, on est bien obligé de le reconnaître, le comportement de la Turquie, qui aujourd'hui est un acteur de déstabilisation globale autour de ses propres frontières, devant des menaces comme celle-ci, devant la montée de ces régimes autoritaires, voire totalitaires, qui veulent faire la preuve que la démocratie s'est terminée. Je ne doute pas qu'avec les États-Unis, nous avons trop à défendre en commun pour pouvoir rester à distance. On peut être allié avec un Donald Trump qui dit, par exemple, que l'Europe a été créée pour emmerder les États-Unis? Mais d'abord, l'alliance, elle est avec les États-Unis, elle n'est pas avec un dirigeant américain, fût-il président aujourd'hui de ce grand pays. Et puis, deuxièmement, je crois qu'il faut que les Européens reconnaissent leurs responsabilités. Pendant longtemps, c'est vrai, les Européens ont agi comme les passagers clandestins de la défense américaine. Et on est bien obligé de reconnaître que nous avons des torts dans la situation actuelle et que nous devons écouter ce que nous disent les Américains. J'étais à Washington il y a quelques semaines maintenant avec le groupe PPE que nous accueillons aujourd'hui à Paris et dans les échanges que nous avons pu avoir, j'ai été frappé de constater que les démocrates, comme les républicains, les deux bords politiques aux États-Unis, partagent le sentiment que les Européens doivent maintenant assumer par eux-mêmes leur propre défense. Et donc, oui, c'est certain, nous devons, avec plus de sérieux, investir dans notre propre sécurité. Maintenant, je crois que si un dialogue exigeant est nécessaire, il faut le mener jusqu'au bout et qu'encore une fois, notre devoir, c'est de faire en sorte que nous gardions ce lien avec nos amis américains. Mais attention, ce lien, cette alliance, ne peut plus vouloir dire dépendance. Et c'est ça le vrai grand problème. Et ça, je le dis depuis des années. Les États-Unis sont nos alliés, ça ne veut pas dire qu'ils sont nos suzerains et que nous sommes leurs vassaux. Et c'est de cette dépendance qu'il faut sortir aujourd'hui. Monsieur Bellamy, est-ce qu'on a les moyens de notre indépendance? Et j'entends par les moyens financiers. On veut augmenter le PIB consacré, le pourcentage du PIB consacré à la défense, mais on a une dette qui vient de dépasser les 3300 milliards. Concrètement, est-ce qu'on est en capacité de mettre en adéquation finances et objectifs? Il va falloir faire des choix. Et ces choix seront absolument nécessaires. Et de toute façon, cette nécessité est devant nous. Elle est devant nous. Et c'est vrai que vous avez totalement raison de le dire. Défendre notre pays, retrouver notre souveraineté, retrouver la maîtrise de notre destin, c'est un sujet de sécurité, mais pas seulement un sujet de sécurité. Pour le dire autrement, la sécurité dépasse de très loin la question militaire. Ça doit être maintenant un regard qui irrigue toutes nos politiques publiques. Et la question de nos dépenses publiques, la question de notre dette, c'est un sujet de sécurité. Aujourd'hui, la dette française est une vulnérabilité pour la France. Et là encore, je le dis, nous le disons avec la droite française depuis très longtemps. Depuis très longtemps, nous alertons sur les conséquences que cette trajectoire budgétaire délirante aura pour la souveraineté et la sécurité de notre pays. Et donc oui, bien sûr, il faut retrouver cet équilibre de nos finances publiques. C'est nécessaire, y compris pour pouvoir financer notre défense. Et les deux objectifs vont devoir être menés de front. Ce sera l'héritage douloureux que nous garderons de ces années d'incurie, mais il va falloir se retrousser les manches pour rétablir ce pays. Puisqu'on parle de la dette, un mot, puisqu'hier Emmanuel Macron a annoncé 2 milliards d'aides militaires supplémentaires à l'Ukraine. Regardez juste la réaction de Marine Le Pen. Elle a fait un tweet, dette de la France ce soir, 3 300 milliards d'euros, plus 2. Qu'est-ce que vous pensez de cette réaction?
Non, mais de fait, la dette de la France, effectivement, se trouve aggravée par les engagements auxquels nous faisons face. Donc il ne fallait pas accorder ces 2 milliards supplémentaires pour vous ? Ce que dit Marine Le Pen est factuellement juste. Le problème, c'est comment est-ce que nous arrivons à sortir de cette dérive de nos comptes publics. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas l'Ukraine qui a fait la dérive de nos comptes publics. Il fallait les accorder, ces 2 milliards ou pas ? Mais bien sûr, parce que c'est là que j'ai du mal à suivre Marine Le Pen. Le vrai sujet, c'est comment est-ce qu'on arrive à sortir de la folie de la dépense sociale en France. Ce qui aujourd'hui fait le dérapage de notre dépense publique, ça n'est pas le soutien à l'Ukraine, ce n'est même pas les dépenses de sécurité, de défense, ce n'est pas l'État régalien qui, lui, est précisément fragilisé comme jamais. Ce qui fait la dérive de la dépense publique en France, c'est la dépense sociale en particulier. Et la dépense sociale, c'est précisément ce à quoi Marine Le Pen n'a jamais voulu toucher. La vraie catastrophe pour nos finances publiques, c'est le dérapage de nos comptes sociaux sur les retraites, par exemple. Or, Marine Le Pen, il y a peu de temps, voulait encore voter avec la France Insoumise pour revenir même sur la réforme des retraites, pourtant bien timide, faite par François Hollande, faite par les socialistes. Marine Le Pen voulait abroger même cette réforme des retraites. Quand les députés LR à l'Assemblée nationale proposent que le RSA soit conditionné à 15 heures d'activité par semaine, Marine Le Pen et ses députés votent contre. Où se trouve le dérapage des finances publiques? Donc on peut ensuite pointer du doigt les dépenses qui nous arrangent, mais la vérité c'est que moi je crois que défendre notre continent, c'est une urgence et une priorité. Réformer nos comptes sociaux, c'est aussi une urgence et une priorité. De quelle manière Madame Le Pen, il faut remettre en cause le pacte social dans ces cas-là? Qu'est-ce que c'est que le pacte social? Le pacte social, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans ce pays, vous avez, par exemple, des entreprises qui, partout en France, n'arrivent pas à recruter, alors que nous avons officiellement plus de 3 millions de chômeurs. C'est ça qu'on appelle un pacte social. Moi, j'appelle ça un pacte antisocial. Parce que c'est en réalité un modèle qui enferme des gens dans une situation de dépendance à des aides sociales, alors que tous ces Français qui peuvent travailler devraient être reconduits vers l'emploi. Et c'est le défi pour notre pays aujourd'hui. C'est le défi pour préserver l'équilibre de nos comptes sociaux. Tout le reste est irresponsable, tout le reste c'est se payer de mots. Tout le reste c'est faire croire aux gens qu'on va pouvoir entretenir une prospérité qui est devenue totalement illusoire, alors qu'en réalité on les condamne à subir l'appauvrissement du pays. Un dernier mot sur la question européenne. Donald Trump qui a annoncé cette nuit une augmentation de 25% supplémentaire des droits de douane pour le secteur de l'automobile. L'Union européenne regrette cette décision, mais elle appelle toujours à des solutions négociées. C'est la bonne méthode ? L'Union européenne, elle dit d'abord que si on devait subir ces droits de douane décidés de manière totalement unilatérale, eh bien, nous appliquerons des droits de douane, nous aussi, sur les secteurs qui peuvent concerner le commerce avec les États-Unis. C'est normal. Et je crois que c'est nécessaire pour pouvoir montrer que nous avons des intérêts à défendre et nous devons les faire valoir. Maintenant, effectivement, aujourd'hui, personne n'a intérêt à ce que ces droits de douane soient déclenchés. J'échange très régulièrement avec des responsables d'entreprises françaises, des patrons de grands acteurs industriels comme de PME, de TPE, qui sont tous très inquiets de la montée de cette tension commerciale qui ne va faire que détruire de la valeur. Il faut que tout le monde le comprenne. Aujourd'hui, mettre des droits de douane comme ça entre des grands pays qui sont amis et qui coopèrent depuis longtemps sur le plan commercial, c'est en réalité détruire de la valeur et croire qu'on va augmenter des recettes fiscales d'une manière totalement illusoire, à mon avis, sur le long terme. Donc, le vrai enjeu pour nous, c'est de réussir à retrouver les chemins du dialogue. Mais vous pensez que c'est possible ou on va rentrer dans un bras de fer avec Donald Trump? Non, je crois que c'est possible. J'espère que c'est possible. Ce que je vois, c'est que le président Trump a été élu par les Américains sur 2 grandes promesses. La première, c'était le rétablissement de leur sécurité, la protection des frontières. Et c'est un défi auquel l'Europe est confrontée elle aussi et auquel nous avons le devoir d'apporter des réponses. Ce matin, avec les parlementaires du PPE, nous discuterons ici au Sénat avec Bruno Retailleau sur la question de la manière de renforcer notre réponse à la crise migratoire. C'est un défi qui nous est commun avec nos amis américains. Et la deuxième grande promesse du président Trump, c'était de faire baisser l'inflation qui était extrêmement pesante aux États-Unis. Je crois que si le président Trump déclenche cette guerre commerciale, il va punir ses propres citoyens parce que cela ne pourra résulter qu'en un surcroît d'inflation. Et j'espère que tout le monde le comprendra avant qu'il ne soit trop tard. Julien, on va parler de la justice des mineurs, l'actualité du Sénat. Oui, exactement, avec une proposition de loi qui était portée par Gabriel Attal qui a trouvé un débouché au Sénat, mais avec des débats très agités, et notamment, alors c'est
C'est venu de votre propre camp, du sénateur LR Francis Szpiner, qui a dénoncé un des articles qui visait à une comparution immédiate pour les justiciables mineurs. Il a parlé d'une confusion entre justice et justice expéditive. Est-ce que vous-même, vous avez été interrogé, vous êtes totalement en accord avec cette nouvelle proposition de loi sur la justice des mineurs? Moi, je soutiens la proposition de loi telle qu'elle avait été votée par l'Assemblée nationale, par nos propres députés à l'Assemblée nationale, et je pense qu'il va y avoir maintenant une phase de discussion qui s'engagera entre le Sénat et l'Assemblée. Je comprends ce que dit Francis Szpiner, qui par ailleurs est un très grand avocat, qui est un très grand homme de droit. Je comprends ce qu'il dit quand il alerte sur le risque d'abord de confusion dans ce que nous attendons de la justice et surtout quand il alerte sur les enjeux de constitutionnalité. Je pense que c'est là que se joue un débat assez technique sur la nature même des mesures qui peuvent être votées dans le cadre de cette réforme. Vous craignez que ce soit retoqué, c'est ça que vous dites? C'est ce que dit Francis Szpiner et je pense qu'il faut avoir un dialogue. Moi, je ne suis pas parlementaire à l'Assemblée ou au Sénat. Non, mais vous êtes vice-président des Républicains et c'est vrai que c'est des mesures qui sont portées depuis longtemps par les Républicains, de durcir la justice des mineurs, de sanctionner les parents. C'est pour ça que et là, c'est détricoté par un parlementaire LR. Ça interpelle un peu. C'est pour ça qu'encore une fois, nos parlementaires à l'Assemblée ont voté pour cette évolution. Et la majorité des sénateurs aussi, du coup. Et je crois qu'il faut qu'on arrive à trouver les conditions d'une conciliation des points de vue sur ce sujet qui est essentiel. Maintenant, je voudrais alerter sur deux enjeux dont je sais qu'ils nous réunissent tous. Le premier, c'est que on ne pourra pas appliquer ces mesures correctement si on ne donne pas à la justice les moyens de ses missions. Et là aussi, on parlait de l'État régalien qui aujourd'hui est en grande difficulté. Il faut investir dans notre justice. Aujourd'hui, la paupérisation de la justice française, et notamment de la justice des mineurs, est un sujet qui doit tous nous inquiéter et qui doit être une cause commune parce que si nous ne savons pas donner à ceux qui font partie de la chaîne pénale les moyens d'agir et d'appliquer la loi, y compris vis-à-vis des mineurs, alors de fait, ça ne servira plus à rien de voter des lois et nous continuerons de vivre avec ce sentiment d'impunité. C'est particulièrement vrai pour un mineur. Quand vous avez un jeune qui commet une infraction grave, un délit, un crime, et que la sanction vient des mois, voire des années plus tard, la dimension éducative de la justice, qui est fondamentale, en particulier à cet âge, eh bien, elle disparaît. Et ça, c'est un immense problème. Et puis, le deuxième sujet, c'est que la justice, évidemment, elle ne peut pas tout. La vraie question aujourd'hui, c'est l'école. Et je me permets de le dire, on ne traitera pas le sujet de la violence des mineurs, de la délinquance des mineurs, si on ne reconstruit pas d'abord l'école. La crise de l'école alimente cette montée de la violence chez les jeunes, chez les enfants, chez les adolescents. Et cette crise de l'école, si nous ne savons pas y remédier maintenant, il sera totalement vain d'espérer que demain, la justice, la police résoudront ce problème qui n'aura pas été en amont résolu par l'éducation. On va parler de la présidence des LR. Vous soutenez, vous, Bruno Retailleau. Est-ce que vous avez des inquiétudes sur la sincérité du scrutin ? Non, je n'ai pas d'inquiétude sur la sincérité du scrutin. Les choses se déroulent et c'est tout à fait normal qu'il y ait des questions, des interrogations, des débats. Nous, ce que nous disons, c'est que nous voulons la plus grande transparence. La transparence dans l'élection, la transparence dans le résultat, dans la communication des résultats de cette élection. Je ne doute pas que... Vous craignez que ce ne soit pas complètement transparent, du coup ? Non, mais c'est juste une question de clarté. Et encore une fois, on le doit à nos électeurs et on le doit à tous les électeurs de droite qui veulent que ce parti se reconstruise. Mais je n'ai aucune inquiétude, et surtout je n'ai aucune inquiétude sur le fait que, en soutenant Bruno Retailleau, je sais qu'au lendemain de cette élection, nous serons tous unis et rassemblés pour reconstruire cette formation. Il y a quand même des inquiétudes du côté de l'équipe de Laurent Wauquiez, qui a mis en cause l'impartialité de la haute autorité du parti, qui lui-même avait remis en cause le nombre de ses parrainages. Il y a un problème avec la haute autorité du parti ? Non, il n'y a vraiment aucun problème. Elle viendra d'ailleurs à une réunion du comité stratégique la semaine prochaine. Il n'y a aucun problème. On a un débat, par exemple, avec l'équipe de Laurent Wauquiez sur la publication des résultats. Nous disons que ça nous paraît normal de publier les résultats département par département et pas seulement des résultats nationaux, parce que ça permettra justement cette clarté et cette transparence. Je pense que c'est pas trop demandé. L'équipe de Laurent Wauquiez ne le souhaite pas. Vous voyez, je ne crois pas que ce soit un sujet qui angoisse terriblement les Français. Mais à la fin, ce qui compte pour nous, c'est simplement cette clarté, cette transparence, pour qu'on puisse, encore une fois, retrouver l'élan nécessaire pour
l'unité de cette formation politique. Non, mais vous avez raison, monsieur Bellamy, mais LR nous a habitués à des fins de campagne assez agitées, voire même délétères. Est-ce que vous craignez les boules puantes à la fin de la campagne? Je suis absolument désolé, je crois que vous serez déçus. Cette élection va très bien se passer et tout sera pardonné après, tout sera bien sûr serein. Mais vous savez, je soutenais Bruno Retailleau il y a 2 ans déjà dans l'élection interne qu'il opposait à l'époque à Éric Ciotti. Au lendemain de l'élection, je crois qu'on avait tous été capables de se rassembler. Ce qui est plus important. Ça veut dire que si Laurent Wauquiez gagne, vous serez derrière lui 100%, aucun souci. Mais évidemment, dans cette élection, il n'y a pas d'adversaire. Il y a des concurrents parce que c'est une chance dans une famille politique d'avoir une diversité de talents et d'avoir une pluralité de profils capables de porter nos couleurs. Mais encore une fois, ce qui compte pour nous, et c'est là où la responsabilité est majeure, et c'est ça qui intéresse les Français, c'est pas de reconstruire un parti. Tout le monde se moque des partis, et moi le premier. Ce qui compte, c'est de reconstruire le pays. Et si nous avons besoin de ce parti, c'est parce qu'il est le seul capable de reconstruire la majorité politique qui sortira la France de la crise qu'elle traverse aujourd'hui. Vous parlez d'Éric Ciotti, François-Xavier Bellamy. Est-ce qu'il détient une des clés de ce scrutin? D'autant qu'il y a beaucoup d'adhérents LR dans le département des Alpes-Maritimes. Mais les adhérents LR dans les Alpes-Maritimes voteront pour le candidat qui leur paraît le plus convaincant. Je crois que vous savez, l'époque où... je vois beaucoup de spéculations dans les articles et dans la presse aujourd'hui. Mais l'époque où des gens pouvaient décider de ce qu'allaient voter des adhérents d'un parti, cette époque est révolue. Et tant mieux d'ailleurs. Moi, je le vois, je vais partout en France pour faire des réunions publiques pour soutenir Bruno Retailleau. Les gens qui viennent, ils se posent des questions, ils s'interrogent, ils ont des préférences, ils ont des inquiétudes, ils assument leur ligne, leur vision et ils voteront pour qui ils veulent. Donc Éric Ciotti n'aura aucun impact sur ce scrutin. Et moi, je dis aux électeurs que, encore une fois, si je soutiens Bruno Retailleau, c'est pour des raisons très concrètes qui me font penser qu'il sera capable, par sa sincérité, par son engagement, par son travail, de reconstruire ce parti. Notre but, c'est de les convaincre et certainement pas de les caporaliser. De reconstruire le parti et de reconstruire la France. Est-ce s'il gagne cette campagne interne, il est le candidat naturel de la droite? Étape par étape, Bruno Retailleau l'a toujours dit. Aujourd'hui, cette élection, c'est pour la présidence du parti. Et demain, nous verrons comment sélectionner notre candidat pour l'élection présidentielle. Mais avant, il y aura, je me permets de le dire, d'autres étapes. Il y aura l'élection municipale qui va être extrêmement importante pour l'avenir de notre pays. Il y aura peut-être des élections législatives anticipées. Il y aura peut-être des campagnes référendaires. Tout cela est devant nous. Et donc, il ne faut pas, encore une fois, aller trop vite. Mais est-ce que pour vous, il doit 2027. forcément avoir un candidat LR en 2027 ou est-ce que ce sera un candidat du socle commun? Bien sûr, il faut un candidat de droite en 2027. Et c'est pour ça qu'on se bat. De droite, ça ne veut pas forcément dire LR. Oui. Édouard Philippe, ça peut être un candidat de droite. Je ne sais pas si Édouard Philippe a vraiment incarné par son action à Matignon le bilan de la droite et s'il peut incarner de ce fait la reconstruction d'une droite crédible, solide pour préparer l'alternance. Vous le pensez pas, en fait? En 2027, je pense que la France aura besoin, non pas de continuité avec le macronisme, mais qu'elle aura besoin d'alternance. Je crois que la France attend le changement et pas le maintien de cet en même temps qui lui a fait tellement de mal. Et donc, ma conviction, c'est que notre devoir, c'est de préparer cette alternance. Et c'est pour ça que je m'engage derrière. L'alternance, ça peut être un ministre du gouvernement actuel? Le gouvernement actuel, il ne vous aura pas échappé qu'il n'est pas constitué de responsables macronistes. Il est constitué d'une c'est pas vraiment la rupture non plus. Difficile. Ouais. De formations politiques qui, aujourd'hui, se sont décidées à s'engager ensemble pour éviter d'abord que la gauche ne prenne le pouvoir et pour permettre de faire de ces 2 années qui viennent, dans le contexte politique très étrange que nous connaissons, des années utiles au pays. Mais nous ne confondons pas la situation actuelle avec une alternance. Et aujourd'hui, Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur, Annie Genevard au ministère de l'Agriculture, nos ministres dans ce gouvernement font tout ce qu'ils peuvent dans un contexte extrêmement difficile où il n'y a pas de majorité, mais ils ne font pas encore tout ce que nous voulons pouvoir faire pour l'avenir du pays. Et ça, ce sera possible seulement quand nous aurons les moyens de cette action après une élection présidentielle qui aura vu, j'espère, une véritable alternance à droite. Merci beaucoup. Merci François-Xavier Bellamy.